Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Et ce soir, à nouveau, nous faisons un pas de côté par rapport au marché liquide pour nous intéresser aux enjeux du non-coté, notamment l'enjeu de la professionnalisation dans un univers non-coté dont la croissance repose de plus en plus sur le retail, les clients et les investisseurs privés par rapport aux investisseurs institutionnels qui ont fait la croissance de cette industrie au cours des cycles précédents. Nous en parlons avec Boutros Thierry, le directeur des investissements de Mercer France, qui est à mes côtés en plateau. Bonsoir Boutros. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup de venir nous donner un petit peu les vues de Mercer sur cette industrie du non-coté. Alors Mercer qui a une vue à la fois très large et très profonde de ce qui se passe sur l'ensemble des marchés, mais notamment dans cet univers du non-coté des actifs privés, Boutros. Et puis des équipes Mercer, j'imagine, qui étaient présentes à tous les grands rendez-vous de rentrée qui rassemblent cette industrie, que ce soit à Berlin avec le Super Return ou à l'IPM encore ces derniers jours ou ces dernières semaines à Paris, qui sont toujours des moments de rencontres un peu clés entre les GPs, les gestionnaires de fonds, et les LPs, leurs investisseurs partenaires. Qu'est-ce que vous retenez de ces rencontres, de cette rentrée 2025 et de l'ambiance justement et du rapport de force entre GPs et LPs aujourd'hui ? Alors, c'est toujours des moments intéressants. On a des rendez-vous toute l'année, souvent privés avec les GP et les LP. On avait plus de 6000 participants à cet événement. Super Return et d'autres événements attirent aussi beaucoup de monde. C'est un bon moyen pour sentir un peu le pouls du marché. Voir aussi quels sont les rapports de force, comme vous le disiez, entre GP et LP. Et puis après, dans cet écosystème, il y a aussi beaucoup d'autres acteurs. Il y a des avocats et d'autres acteurs qui interviennent dans cet écosystème-là. On a ressenti, j'allais dire, un peu plus de sincérité. C'est un peu méchant du point de vue des GP, mais on peut plus se cacher maintenant par rapport à l'état du marché. Il n'y a pas de péril. Nous, dans les études que l'on fait, dans nos propres visions, on n'a pas une vision qui est négative ou qui est de dire que les marchés non cotés ne fonctionneront plus. En revanche, il y a une nécessaire prise de conscience sur l'état du marché et on sent que les GP, enfin, prennent conscience de ça et de toute façon, ils ont maintenant un discours qui est plus de vérité avec les LP puisque pour certains, ils n'ont pas pu distribuer ce qu'ils avaient prévu. Ah oui. Donc la grande question a été celle de la liquidité, qui était déjà une question l'année dernière, mais ça se poursuit avec un retour fébrile de certaines transactions, mais on voit bien qu'il y a une dichotomie entre les gérants qui arrivent à sourcer, mais aussi à faire des exits, et donc à servir les investisseurs et tenir leurs promesses en quelques mots. Exercice de vérité ou de sincérité, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire que, par exemple, dans les books, il y a des valeurs encore un peu trop costauds, un peu trop ambitieuses par rapport à la réalité du terrain. On m'expliquait hier à cette même antenne, Eric Bismuth, le président de Montefiore, que je salue au passage, c'est compliqué de trop rabaisser les valorisations de ces books quand on est en levée de fonds, par exemple, parce que si je baisse trop mes valos, je me dis que je vais avoir du mal à lever des fonds derrière. Bref, il y a un côté un peu cercle vicieux quand même. Il y a un cercle vicieux sur cet aspect-là, mais le sujet est complexe et en fait la transformation de valeur ne dépend pas que des valorisations, c'est un des effets. Bien entendu, il y avait les effets de levier, qui a été un gros sujet là depuis 2022 avec la remontée des taux. Et c'est pas seulement une problématique de valorisation, et pas seulement une problématique d'actifs qui restent collés dans les books, parce qu'il y a aussi des très bons actifs que les GP ne souhaitent pas vendre, d'où le développement des fonds de continuation, et donc l'explosion du secondaire. Qui alimente d'ailleurs d'autres parties du marché. C'est aussi pour ne pas lâcher des entreprises en portefeuille dont on considère qu'on n'est pas allé au bout de la création de valeur. Bien sûr. Et nous, on a des équipes qui sont spécialisées là-dessus et qui sont des spécialistes des transactions, donc qui analysent deal par deal pour voir sur les propositions de fonds de continuation, soit monoactifs, soit multi-actifs, quelles sont les bonnes propositions. Est-ce que c'est simplement pour gagner du temps parce qu'on n'a pas envie de vendre à la casse, ou est-ce que c'est parce qu'on ne veut pas vendre à d'autres un actif qu'on considère intéressant, qui a encore de la valeur dans l'avenir. Exactement. Bien sûr. Donc, je pense par rapport à votre question sur le pouls du marché, il faut toujours faire attention aux généralités. En tout cas, il y a une prise de conscience et il y a une dichotomie qui va se faire entre des acteurs qui ont réellement des problèmes et d'autres acteurs qui réagissent bien et ont les moyens de bien réagir à cette situation. Ça, c'est côté GP. Et puis, côté LP, il y a aussi une digestion nécessaire.
Et donc, certains LP qui, c'est pas qu'ils n'ont pas forcément envie d'investir sur de nos côtés, mais tant qu'ils n'ont pas de distribution, notamment pour le private equity, ils réinvestissent pas, ou en tout cas moins qu'auparavant. D'où ce gap. Alors, c'est le chiffre de Bain Capital. Là, c'est ça. Pour $3 demandés par les GPs dans les levées de fonds prévues cette année, les LPs ne veulent ou ne peuvent plus en apporter qu'un. Oui, alors le ratio de 3 pour 1, il est dû à cette indigestion. Et quand on regarde l'évolution des marchés depuis 20 ans, il y a eu un x2, en gros, entre 2012 et 2019, Covid. Covid, effet d'accélérateur sur la tech, avec encore un x1.8, x2 jusqu'à 2022. Et là, un phénomène d'indigestion, de remise en question avec la hausse des taux. Et les chiffres, on a commencé à les voir en 2024, qui se sont un peu tassés parce qu'il y avait beaucoup de poudre sèche. Donc il y a un effet retard, de toute façon, dans les marchés d'un côté. Bien sûr. Donc c'est seulement en 2024 qu'on voit un tassement, et puis la prise de relais du retail. Donc en fait, 3 pour 1, oui, ça doit être ce ratio-là, qui est dû au fait d'une prise de recul des LP, de manque de distribution, donc de peu de réinvestissement, et une industrie qui se transforme et qui doit encore se transformer dans les prochaines années. On va parler évidemment du relais, du retail, du wealth, etc. Tout dépend quel segment on choisit dans l'univers des investisseurs privés particuliers, Boutros, mais encore un moment de ce moment darwinien peut-être qui guette l'industrie. Alors là, c'est un chiffre, c'est une étude que vous avez menée avec Olivier Wyman, c'est ça, qui montre que 20% des gestionnaires d'actifs privés risque de disparaître dans les 5 prochaines années. C'est pas non plus une hécatombe, c'est peut-être un mouvement assez naturel. Et puis sous forme d'anecdote, c'est le chiffre que je cite là depuis quelques jours, qui a été mis en avant par le management de KKR. Pour 19 000 fonds de private equity aux États-Unis, il y a seulement 14 000 McDo. Il y a plus de fonds de private equity que de McDo aux États-Unis. Cherchez l'erreur, entre guillemets. Oui, l'erreur ou en tout cas... Ou le succès d'une industrie qui a été très florissante ces dernières années. De nouveau, il y a deux façons de regarder ces chiffres-là. Outre, je ne commenterai pas le nombre de McDonald's aux États-Unis, je ne suis pas un expert. Il n'y en a peut-être pas assez. Il n'y en a peut-être pas assez. Non, pour ce 19 000, ce chiffre de 19 000 fonds, si on le regarde sur l'évolution, quand on a dit x2, x4 en 10-15 ans sur les marchés, c'est pas seulement en volume, bien sûr en volume, mais aussi en nombre de gérants. Il y a aussi beaucoup de nouveaux acteurs, mais aussi 19 000 fonds. Si vous prenez le nombre de sociétés non cotées aux États-Unis, c'est pas si énorme que ça. Il y a à peu près 500 000 sociétés non cotées. On le sait qu'il y a de moins en moins de sociétés cotées. En fait, la capitalisation boursière des États-Unis et au niveau global qui a explosé, c'est faite avec une réduction du nombre de sociétés cotées par 2. Donc en fait, il y a 4000 sociétés aux États-Unis qui ont pris une grosse partie de la capitalisation boursière. Donc ça fait courir des risques de valo ou de volatilité. Sur la partie non cotée, il y a encore beaucoup de sociétés à financer. Et donc 500 000 sociétés, 19 000 fonds, ça fait à peu près 20-26 sociétés par fonds. Bien entendu, le calcul ne se fait pas en 1 pour 1, mais il y a de la matière et il y a de quoi aller investir. Mais en perspective, ce chiffre. Voilà. Et ça, c'est pour le private equity. Ouais. Les autres classes d'actifs, type dette privée, infrastructure, ont des besoins de financement. La dette privée pour prendre le relais des banques, qui se désengagent, et l'infrastructure, pour ne citer que cet autre secteur, il y a des besoins de macro de financement qui se chiffrent en milliards d'euros. Donc il y a un besoin de financement. C'est juste qu'il y aura une modification de la façon dont l'industrie se compose et un phénomène darwinien, certainement, sur les sociétés de gestion. Et une grande polarisation. Bon, j'imagine que les grandes firmes, les plus grandes firmes mondiales, américaines ou anglo-saxonnes, elles continueront de dérouler leur... Il y a des très bons françaises, bien sûr. Non, mais en termes de taille d'encours, effectivement, c'est quand même plutôt, j'imagine, chez les Américains et les anglo-saxons, mais il y a des très belles firmes françaises et européennes, mais continueront de dérouler leur plan de marche. Quels sont ceux qui vont souffrir? Quels sont ceux qui vont disparaître? C'est quoi l'acteur moyen qui a pas vocation à survivre dans les 5 prochaines années là? Alors, nous, on savait que ça allait être dur en 2022, mais simplement sur la dichotomie entre les performances des gérants. Ceux qui arrivent à sourcer, ceux qui arrivent à sortir. C'était les éléments techniques sur la stratégie en elle-même. Et c'est vrai qu'il y a un phénomène encore plus large sur des sociétés de gestion qui ne pourront plus opérer tel qu'elles le font. Donc soit elles vont disparaître, soit elles vont fusionner avec d'autres. Mais c'est vrai qu'il y a une prime aujourd'hui aux gros acteurs, ou en tout cas aux acteurs qui ont les épaules pour modifier leur stratégie, plateformiser leur stratégie, leurs produits, pour avoir plus de types de stratégies en fonction des configurations de marché, et réussir les défis du retail qui nécessitent des gros investissements qui mettent du temps à payer, en fait. Bon, allons-y sur le retail. De quoi on parle? En termes de masse et de projection,
qu'est-ce que cette source de revenus, d'argent nouveau pour l'industrie et pour les GPs, qu'est-ce que ça va représenter dans les prochaines années, et qu'est-ce que vous observez, encore une fois, de votre poste d'observation privilégié, des bonnes pratiques qu'il y a dans cette industrie vis-à-vis d'une nouvelle clientèle, d'un nouveau segment de clientèle, et peut-être des moins bonnes pratiques, ou en tout cas d'une tentation d'aller peut-être un peu trop vite avec une offre mal ficelée et des prix et une tarification pas adaptée à une clientèle et aux besoins d'une clientèle différente de la clientèle institutionnelle. C'est clairement le nouveau relais de croissance. Pas qu'il n'y aura plus de croissance sur l'institutionnel, mais elle sera certainement un peu plus faible, ou en tout cas diverse, un peu moins sur le private equity, plus sur d'autres classes d'actifs. Ouais. Le relais de croissance retail, il est identifié par tout le monde, et c'est pour ça que malgré ce tassement des distributions et cet environnement beaucoup plus complexe, on a de nouveaux fonds qui se créent, notamment des fonds evergreen. C'est aussi un thème de l'industrie sur les fonds evergreen ou semi-liquides. Il y a autant de noms que... Donc on peut régulièrement faire des dépôts et régulièrement avec des fenêtres de tir, des conditions, etc. Théoriquement, quand tout va bien. Quand tout va bien. Donc, théoriquement alors. Théoriquement, bien sûr, parce que on a des actifs qui sont illiquides. Et donc, il y a beaucoup de communication qui a été faite pour aller chercher ces relais de croissance. C'est des acteurs qui l'ont fait de manière très agressive ou rapide. Et on voit bien qu'il y a déjà des remontrances qui sont faites notamment par l'AMF sur certains acteurs, soit sur la communication marketing, soit sur la structure de frais. Pour ce qui est des performances, c'est un peu trop tôt parce que ces fonds-là ont été créés il y a 3-4 ans, pour la plupart. Ça fait 10-15 ans que nous, on suit des fonds evergreen, mais il y a eu un afflux très important en France, en Europe, dans le monde entier. Et c'est seulement dans 3 à 5 ans qu'on verra réellement quelle sera la différence entre les fonds. Mais on peut les percevoir dès aujourd'hui parce qu'on voit qu'il y a des problématiques de frais et de structures qui ne sont pas adaptées à ce que peuvent délivrer les marchés non cotés, notamment en termes de liquidité. Donc il y a une grosse crainte. On travaille avec beaucoup de banques privées qui sentent le besoin de leurs clients, mais qui aussi, suivant nos conseils et ceux d'autres, temporisent pour pas aller trop vite sur ce marché-là. Donc ce qu'on conseille et ce que l'on fait nous-mêmes, parce qu'on a des fonds aussi semi-liquides, c'est faire les choses bien, prendre le temps de le faire sur le long terme en éduquant les clients pour ne pas leur faire croire que c'est une manne facile à accéder et qu'elle viendra remplacer d'autres classes d'actifs qui sont beaucoup plus simples à investir. Oui, c'est ça. On ne joue pas avec la confiance future de nouveaux clients ou d'épargnants privés. Oui, pour préserver l'industrie, préserver les investisseurs. C'est pas seulement l'industrie, parce qu'investir sur du long côté, il y a des fondamentaux de long terme qui sont intéressants. Mais il faut le faire bien et les régulateurs l'ont compris. Et donc, mettre beaucoup de temps, de ressources pour réguler ça, et elles-mêmes en ayant leur propre marge d'expérience, leur courbe d'expérience aussi vis-à-vis de ces nouveaux produits et cette nouvelle clientèle. Merci beaucoup, Boutros, d'être venu nous raconter cette aventure du non-coté qui continue évidemment. Boutros Thierry, le directeur des investissements de Mercer France, était l'invité de ce dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir.